Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi 29 mars. Voici les titres. Moscou sous le choc après le double attentat dans le métro à l'heure de pointe ce matin. 38 morts en plus des 2 femmes kamikazes. Les terroristes seront anéantis, affirme Vladimir Poutine. Le gouvernement crée un cocktail explosif en France. Selon Benoît Hamon, le porte-parole du PS déplore l'absence de changement de politique après la sanction des régionales. Le cap maintenu est revendiqué par François Fillon, confronté en cette fin d'après-midi aux parlementaires UMP. Un séminaire au cours duquel l'exécutif espérait calmer les esprits des élus. Nous irons sur place au cours de cette édition. Du chinois Hu Jintao au français Nicolas Sarkozy, de Barack Obama à la chancelière Angela Merkel, les messages de solidarité affluent du monde entier à Moscou ce soir. Après les 2 attentats dans le métro, la ville a du mal à se remettre de l'attaque qui est perpétrée par des femmes bardées de plusieurs kilos d'explosifs, aux motivations sans doute en rapport avec la rébellion islamiste dans le nord du Caucase. Paul Sansfourche. Dans les rues de Moscou, à quelques pas du Kremlin, les premiers blessés sortent hagards des bouches de métro. Une centaine de victimes sont prises en charge par les secours, parmi elles une trentaine de morts. À l'intérieur, sur ces images amateurs, ces voyageurs reprennent difficilement leurs forces. Chaque jour, plus de 8 millions de moscovites empruntent ce réseau. La capitale est en état d'alerte. Très vite, le président Medvedev organise une réunion d'urgence et prend publiquement la parole. Nous allons continuer de lutter pour éradiquer le terrorisme. Nous allons poursuivre les opérations contre la terreur sans compromis et jusqu'au bout. L'attaque a eu lieu tôt ce matin en période de pointe. 2 explosions, la première juste avant 8 h à la station Loubianka, juste devant le siège du FSB, les services secrets russes. Puis 40 minutes plus tard, c'est la station Parc Kulturi qui est touchée. Les auteurs des explosions seraient 2 femmes kamikazes munies de ceintures d'explosifs. Selon les autorités russes, elles appartiendraient à un groupe indépendantiste du Caucase très actif et qui avait récemment menacé de s'en prendre à la capitale. Pour les moscovites, le dernier attentat d'une telle ampleur remonte à 2004. Nous l'avons vu, les dirigeants russes Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine promettent que tout sera fait pour que les terroristes soient retrouvés et anéantis. Dans un instant, nous recevrons le sénateur Emrine Montesquieu sur la piste caucasienne. Nicolas Sarkozy s'est adressé tout à l'heure aux étudiants de l'université de Columbia à New York. Première étape de sa première visite bilatérale depuis l'élection de Barack Obama. Le président américain d'ailleurs l'accueillera, lui et son épouse, demain lors d'un dîner privé à la Maison-Blanche. Le chef de l'État a repris tout à l'heure le thème de la réglementation financière devant les étudiants. Je sais bien que quand un Français vient ici, il est toujours suspect. Est-ce qu'il n'est pas un peu protectionniste? Est-ce qu'il n'est pas un peu socialiste? Est-ce qu'il est assez libéral? Je vais vous dire une chose. En demandant la régulation du capitalisme, je pose les bases qui sauveront le capitalisme. L'économie de marché, le capitalisme sans règles, ça sera la mort du capitalisme. Et aussitôt après sa visite à l'université de Columbia, Nicolas Sarkozy devait s'entretenir à New York avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Au cours d'un échange ensuite avec les étudiants de New York, Nicolas Sarkozy a félicité Barack Obama pour sa réforme sur la santé. Il a précisé, mais si vous voulez que je vous dise vraiment ce que l'on pense, vu d'Europe, quand on voit ces débats américains sur la santé, on a parfois du mal à y croire. Alain Joyandet, le secrétaire d'État à la coopération, épinglé par le site Mediapart pour avoir utilisé un jet privé pour se rendre à une conférence sur la reconstruction d'Haïti à la Martinique. Coût 116 500 €. Le ministre répond que c'était la seule solution pour lui, pour qu'il revienne à temps de Fort-de-France pour être présent au premier conseil des ministres de l'après-remaniement. La Cour européenne des droits de l'homme se penche à nouveau sur le statut du parquet en France. Déjà en 2008, la sujétion du parquet au pouvoir avait été épinglée par la Cour. Aujourd'hui, en plein débat sur la réforme pénale, la Cour a réaffirmé l'indépendance des magistrats à l'égard de l'exécutif. Fabrice Cunet. Sur le fond de cette affaire qui l'oppose à des trafiquants de drogue présumés, la France s'en sort bien. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, dans son arrêt réaffirme le principe que tout magistrat qui contrôle la détention doit être indépendant de l'exécutif. Or, le gouvernement a engagé une réforme de la procédure pénale que ce principe pourrait contrarier.
Elle prévoit que le procureur devienne la pierre angulaire du système judiciaire. Problème, en France, ces magistrats du parquet sont nommés en Conseil des ministres et révocables par l'exécutif. Bref, pas franchement une garantie d'indépendance. C'est ce que dénonçait le monde judiciaire dans la rue début mars. Au ministère de la Justice, on se dit confiant. La réforme prévoit un juge des libertés garant de l'indépendance de la procédure pénale. Priorité de Nicolas Sarkozy depuis janvier 2009, cette réforme sera soumise au Parlement avant la fin de l'année, sous l'œil forcément intéressé de la Cour européenne des droits de l'homme. Les sénateurs socialistes réclament une audition des ministres de l'Intérieur et de la Défense pour qu'ils s'expliquent sur la radiation récente du gendarme Jean-Hugues Matelli. Ce chef d'escadron avait publiquement critiqué en tant que chercheur du CNRS le rapprochement police-gendarmerie. Pour le porte-parole du PS, le gouvernement crée un cocktail explosif en France. Benoît Hamon déplore une absence de cap politique après l'échec de la majorité présidentielle régionale. Nous l'écoutons. Il suffisait de lire l'interview du Premier ministre hier dans le journal du dimanche pour avoir confirmation que le plan de rigueur est d'ores et déjà enclenché, qu'il se traduira selon ses propres mots par un gel de la dépense publique, par une réduction de la dépense sociale et par une réduction des effectifs de fonctionnaires. On est donc rentré de plein pied dans le plan de rigueur. L'absence de changement de cap, dénoncée, on le voit, par Benoît Hamon, est revendiquée en revanche par François Fillon, qui est attendu par les parlementaires UMP. Un séminaire à la Maison de la Chimie où nous vous retrouvons. Pierre-Henri Gergonne, bonsoir. Alors après la thérapie de groupe du lendemain des régionales, Pierre-Henri, les esprits se sont-ils calmés parmi les élus ? Alors on peut dire ça, mais tout de suite, Michel, une indication. On ne peut pas dire, en tout cas, que ce séminaire parlementaire ait mobilisé les gros bataillons UMP de l'Assemblée comme du Sénat dans le huis clos de la Maison de la Chimie, ici à Paris, où je me trouve. Ils ne sont guère que 260 parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée à être venus tirer les conclusions de cette fameuse débâcle de la droite du 21 mars dernier. Alors bien sûr, les patrons des sénateurs UMP comme des députés sont là. Gérard Longuet pour le Sénat, Jean-François Copé pour l'Assemblée nationale, les deux présidents des deux chambres et bien entendu le Premier ministre François Fillon. Alors, une semaine après la défaite, c'est dans un esprit de reconstruction que sont venus travailler et débattre les parlementaires. Écoutez, Jean-François Copé, c'est le patron des députés UMP, suivi de David Douillet. C'est à la fois reconstruction et construction. Reconstruction psychologique, après une défaite, c'est normal de se parler, de crever les abcès, d'évoquer les choses, on l'a fait la semaine dernière, mais aussi maintenant de construction politique, et c'est plutôt le travail de cette semaine. On va prendre à travers les trois piliers de réflexion, comment faire en sorte que sur ces 2 années qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle, on peut montrer aux Français qu'on a entendu leur message et porter les réformes nécessaires au pays. Vous savez, quand on a un échec, il faut se remettre en question. C'est la moindre des choses. Je crois que les Français nous ont adressé un certain nombre de messages et il faut les prendre en question et puis se remettre en question comme à chaque fois pour avancer plus loin et les comprendre et travailler pour qu'ils se sentent bien dans ce pays. Voilà, Jean-François Copé et David Douillet au micro de Marie Brémaud. Alors, il n'empêche, au-delà de cet esprit empreint de bonne volonté, les discussions, d'après les informations que nous avons pu glaner ici et là, ont été animées. Un seul exemple, l'intervention du sénateur Jean-Pierre Fourcade, qui s'est fait applaudir après avoir demandé un réexamen du dispositif du bouclier fiscal. Gilles Carrez, le numéro 2 de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, évoque pour sa part un aménagement de ce dispositif, vous le savez, très controversé et très décrié, y compris dans les bancs de la majorité. Alors, dans quelques minutes, François Fillon prendra la parole pour préciser, comme il l'a déjà fait ce week-end, la feuille de route à mettre en œuvre jusqu'en 2012. On parle déjà de 3 piliers à construire. Première priorité, la réduction des déficits publics et la réforme prioritaire du gouvernement, à savoir celle des retraites. Deuxième pilier, les réponses à apporter à la crise et en particulier au chômage. Et l'on parle déjà d'un geste du gouvernement, un geste qui pourrait aller vers les chômeurs de longue durée. Enfin, troisième pilier de cette feuille de route, la refondation des valeurs républicaines et en particulier la laïcité. On évoque bien sûr la future peut-être interdiction de la burqa. Je vous rappelle enfin que, reste à savoir si cette nouvelle séance d'explication qui a eu lieu aujourd'hui à Paris sera à rendre plus sereine une majorité toujours
toujours sous le choc de la défaite du 21 mars. Et je vous rappelle enfin que après-demain, mercredi, c'est Nicolas Sarkozy, le président de la République, qui recevra ces mêmes parlementaires. Merci Pierre-Henri. Donc à tout à l'heure, on suivra en direct les discours de Gérard Longuet, Jean-François Copé, qui manifestement ne parle plus de sa revendication d'un nouveau pacte majoritaire, et donc François Fillon, et on verra quel sera l'accueil réservé au Premier ministre. Tout de suite, décodage des attentats à Moscou ce matin. Avec nous, Emerine Montesquieu, sénateur RDSE du Gers, bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc ce double attentat kamikaze à Moscou ce matin dans le métro. Bien sûr, on s'interroge sur les auteurs, ces 2 femmes. Mais déjà, le mode opératoire en dit long. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et ma sympathie au peuple russe et au pouvoir exécutif, au président Medvedev. Il est évident qu'aujourd'hui, l'information circule et que les terroristes s'inspirent de ce qu'ils voient ailleurs. Ils voient ce qui se passe en Afghanistan, au Pakistan, et donc ça a forcément une influence sur eux. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'être péremptoire, d'être très affirmatif, mais on peut imaginer que le Nord-Caucase intervient indirectement dans cet attentat. Je rappelle l'épopée, pour certains, de l'émir Chamil au XIXe siècle, qui a résisté à l'occupation russe. Mais plus récemment, il faut se rappeler que le général Liebed, dans les années 90, avait fait progresser le dossier, qu'aujourd'hui, il y a au pouvoir en Tchétchénie M. Kadyrov, qui emploie des mesures extrêmement dures, oui. Et qu'au cours des... Il n'y a pas que la Tchétchénie, on peut s'interroger sur d'autres... Le Daghestan aussi est tout à fait une région à risque. L'Ossétie du Nord aussi, on peut se rappeler cette horrible tragédie de l'école de Beslan en Ossétie du Nord. On peut aussi se rappeler, c'était en 2004 je crois, la Dubrovka en 2002, cet attentat contre 2 avions qui a fait 90 morts en 2003. Peut-être est-ce une vengeance avec un certain retard de l'exécution de Bassaïev, qui avait été victime d'une bombe, et il représentait la révolte tchétchène. Parce que pour l'instant, on sait que les forces de sécurité russes mènent une lutte sans merci contre... Kadyrov est quelqu'un de très dur. C'est très difficile de moduler son action vis-à-vis du terrorisme. Est-ce qu'il faut être aussi dur qu'eux? Est-ce qu'au contraire, il faut parler? Je pense quand même qu'un dialogue est toujours quelque chose d'important pour essayer de trouver des solutions. Il faut tout tenter avant de tenter la violence. Et les Russes sont quelquefois brutaux. Oui. Peut-être faut-il parler. Faut-il entendre les revendications de ces populations? Quelles sont-elles, justement, puisqu'on parle de mouvements islamistes? C'est un islam dur. Ce sont des wahhabistes. Ils sont durs et inspirés directement par les plus extrêmes des extrémistes. Donc le dialogue est évidemment très difficile avec eux. Très bien, merci Emerine de Montesquieu. La suite du 18h tout de suite. Femmes ministres ont-elles plus d'audace que les hommes? Avec nous dans quelques secondes, Corinne Lepage, qui fut ministre de l'Environnement, et Guillemette Faure de Rue 89, qui a justement enquêté sur la remise au pas teintée de machisme, selon elle, de Chantal Jouanneau, car bien sûr, c'est à partir du cas de la secrétaire d'État à l'écologie qui s'est déclarée désolée de l'abandon de la taxe carbone que nous posons la question ce soir de l'audace des ministres femmes. Flora Sauvage. Elles ont l'art de dire ce qu'elles pensent et contrairement à leurs homologues masculins, la plupart ne manient pas la langue de bois. Du coup, les femmes ministres, à l'image de la secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Jouanneau, se font souvent taper sur les doigts. Les femmes ministres sont non seulement plus facilement et plus souvent rappelées à l'ordre, elles sont, on peut dire, maltraitées. Il faut dire que la France se caractérise par une véritable difficulté à accepter les femmes au niveau du pouvoir. Après Nathalie Kosciusko-Morizet, obligée de s'excuser après avoir osé dire ce qu'elle pensait, c'est au tour de Chantal Jouanneau, taclée par le chef de l'État, car elle a affirmé que le report de la taxe carbone l'avait désespérée. Les femmes sont des néophytes donc dans ce monde, donc elles se laissent aller à dire ce qu'elles pensent. Alors on condamne tous azimuts la langue de bois, n'empêche que quand des gens n'ont pas la langue de bois, ça leur retombe immédiatement sur le museau. Du coup, comme elles ont toujours un supérieur hiérarchique dans leur parti ou au gouvernement,
gouvernement, eh bien ce quelqu'un qui est en général un homme se permet de les traiter quand même avec une certaine condescendance, c'est-à-dire de lui mettre le nez dedans, quoi, comme on fait à un chiot qui se conduit mal et qui n'a pas encore tout à fait compris les règles du jeu. La secrétaire d'État à l'économie numérique a dit éprouver une grande solidarité avec sa collègue Chantal Joanneau, qui lui a succédé à l'écologie. Voilà, effectivement, le soutien de NKM à Chantal Joanneau, désolé de l'abandon de la taxe carbone. Avec nous, donc, Corinne Lepage, bonsoir. Et Guillemette Faure, notre consoeur de rue 89, qui a enquêté sur tous ces hommes qui tapent depuis quelques jours. Guillemette, sur la secrétaire d'État, vous y voyez du machisme, notamment. C'est pas seulement le fait de taper, c'est aussi le fait de le faire savoir. Parce que Claude Guéant convoque Chantal Joanneau à l'Élysée, finalement, il aurait pu le faire avec discrétion. Mais dans leurs propos, que ce soit Claude Guéant ou François Fillon, il y a une espèce de fierté à dire, la phrase de Fillon, c'est « Elle a eu tort de s'exprimer comme elle l'a fait, je lui ai dit et je crois qu'elle l'a compris ». C'est un petit peu, quand on entend des phrases comme ça, en général, c'est dans un bureau de proviseur. Oui, d'accord. Une réaction, Corinne Lepage, sur cette mise au pas alors de la secrétaire d'État qui ne démissionne pas. Pour autant, peut-être qu'elle devrait le faire, selon vous? Non, je ne crois pas, sauf si on l'oblige à le faire et elle sera une victime et à ce moment-là, ils le porteront. Oui, donc ils ne peuvent pas le faire, en fait, ils sont coincés. C'est délicat, c'est très difficile. C'est très difficile, mais elle perd peut-être rien pour attendre. Bon. Parce que dans ce monde masculin, parfois de brut, les ardoises se payent aussi à la sortie. Ceci étant, moi je suis très solidaire avec ce qu'elle a fait. Elle avait une conviction dans son combat, et je peux la comprendre parce que je partage cette conviction pour une autre fiscalité. Elle est renvoyée dans ses cordes et elle a, le courage d'assumer politiquement un choix dont le président de la République avait quand même dit que c'était aussi important que la lutte contre l'annulation de la peine de mort, quand même. Bon, et elle se fait rabrouer brutalement, de manière, je dirais, extrêmement désobligeante, puisque c'est un fonctionnaire, fût-il secrétaire général de l'Élysée, qui la rabroue. C'est pas un ministre, c'est pas un politique, en public par le président de la République, donc je dirais, c'est vraiment la totale. Très bien. Guillemette Faure, vous avez enquêté sur la liberté de ton des femmes ministres. Est-ce qu'elle est vraiment supérieure à celle des hommes? Ou est-ce qu'elle aussi, parfois, cherche le coup médiatique? Je trouve dans le cas de Chantal Joanneau, comme dans celui de Nathalie Kosciusko-Morizet ou de Ramayad, on a l'impression d'un schéma similaire, à chaque fois le rappel à l'ordre, le fait qu'il y ait beaucoup de publicité autour de ce rappel à l'ordre, et puis ensuite le côté, maintenant elles vont filer doux. Mais ce que je trouve aussi, c'est qu'on a l'impression que les femmes, dans ces cas-là, ne sont pas traitées comme des professionnels de la politique, mais comme si elles étaient des représentantes de la société civile, un peu comme on s'adresserait à Bernard Laporte, comme des gens qui connaîtraient pas très bien les règles du jeu. Leur galon de ministre à part entière pour vous. Comme si elles étaient là pour représenter une forme de diversité, de représentation de la société civile, mais comme si c'était une espèce de faute de débutante en politique que d'avoir donné son avis. Oui, et j'ajouterai à cela que c'est pas hasard si c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, si c'est Chantal Joanneau, c'est-à-dire des femmes qui sont chargées de l'environnement. Je pense qu'il y a une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la vérité, me semble-t-il, est que toute cette affaire d'écologisation de la politique a été une vaste posture. Et posture et imposture. J'ai dit posture. Vous avez dit posture. Le deuxième mot, c'est vous qui l'avez employé. Non, je vous le soumets à votre sagacité. Et donc, Chantal Joanneau, elle est restée sur la ligne de la vérité, d'une attitude qui était vraie, d'une volonté politique. Une forme de naïveté, alors. Écoutez, oui, peut-être, on peut dire ça comme ça, mais ça veut dire que beaucoup de Français ont été naïfs parce que beaucoup ont cru la parole du président de la République. Alors, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de naïfs dans cette affaire-là. Tout ceci pour dire que lorsque vous avez un ministre de l'Environnement qui défend vraiment l'environnement, c'est-à-dire au-delà, je dirais, d'une posture politicienne, eh bien, très vite, ça lui retombe sur le bout du nez. Et c'est ce qui est arrivé. Mais vous aviez été ministre en 95 d'Alain Juppé. Mais ça m'est arrivé la même chose, je vous rassure. Mais pas tout de suite, parce que vous n'aviez pas été une jupette. On vous avait pas viré au bout de quelques mois. Moi, je suis restée les 2 ans, mais la fin de mon mandat, si je puis dire, a été très difficile, puisque je me suis heurtée au Premier ministre en refusant de signer le décret de redémarrage de Creys-Malville. J'ai mis ma démission dans la balance, il m'a pas demandé de démissionner, Creys-Malville n'a pas redémarré. Mais ça a été
petit peu difficile. Alors Guy Medford, selon vous, est-ce que la question la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que parce que les femmes à l'environnement sont souvent invirables, qu'il y a une espèce justement de colère et de volonté de rappeler qu'elles ont été sanctionnées. Est-ce que selon vous, Guy Medford, les femmes ministres apportent une fraîcheur particulière à ce monde de brut dépeint par Corinne Lepage? Là, on parle de 3 cas. On parle pas de Christine Lagarde, on parle pas de Valérie Pécresse, donc on peut pas non plus généraliser. Et effectivement, le fait que ce soit l'environnement, le fait qu'il y ait besoin d'envoyer un certain message à la majorité pour dire que leurs préoccupations ont été entendues en matière de taxe carbone. Oui, ça c'est très important. Vous nous dites que Claude Guéant, le président de la République, le Premier ministre ont tapé allègrement sur Chantal Joanneau parce que justement les parlementaires qui sont réunis actuellement, les parlementaires de l'UMP réunis en séminaire avaient besoin de bien comprendre le message. La taxe carbone, c'est fini? Oui, parce on aurait pu très bien leur dire ça entre 2 portes. Non, mais je crois que ça traduit bien sur le plan symbolique une forme de répulsion à l'égard de l'environnement. J'emploie un mot fort, mais il est tout à fait voulu. Vous voyez les débats qu'il y a eu au moment de l'affaire des OGM. C'était une violence absolument incroyable contre Nathalie Kosciusko-Morizet, mais aussi contre un sénateur qui était le sénateur Legrand, si vous vous souvenez. Bien sûr, oui. Donc une très grande violence. Et le mot fraîcheur me gêne un tout petit peu. Parce que ça renvoie à l'idée d'amateurisme. Ça renvoie à l'idée d'amateurisme. De sincérité peut-être aussi. Je préférerais cela. Pas de langue de bois. De sincérité, je préférerais ça. C'est comme ça que je l'entendais, Corinne Lepage. Merci de la précision. Tout ça cautionne la phrase de Chevènement à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, comme si c'était maintenant une vérité acquise pour tout le monde. Et que des ministres ne soient pas d'accord avec ça, ça semble aussi possible. Oui, mais on a l'impression que ce sont les femmes surtout qui osent le dire. Peut-être plus courageuses que les hommes. Alors voilà, c'est la question qu'on posait. Plus courageuse, Corinne Lepage, pour vous. Moi, je pense que les femmes en politique sont plus courageuses que les hommes, oui. Oui, alors c'est la question qu'on a posée avec notre partenaire Nouvelops.com. Selon vous, les femmes ministres ont-elles plus d'audace? Regardez, non, 50%, oui, 42%, c'est assez équilibré quand même, hein. Oui, mais en termes de courage, quand vous regardez quand même qui a osé dire un certain nombre de choses, c'est quand même souvent des femmes plutôt que des hommes. Peut-être parce qu'elles ont des convictions un peu plus fortes et une manière de faire de la politique différente. Et là, on rejoint quelque chose qui me paraît important, c'est est-ce que être en politique pour une femme, c'est la même chose qu'être en politique pour un homme? Moi, je partage l'opinion de Simone Veil et je crois que c'est pas la même chose. Parce que je pense qu'on a un rapport au pouvoir qui n'est pas le même. Il y a quand même des envies de pouvoir, de conquête de pouvoir. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'envie de pouvoir ou de conquête de pouvoir, je dis qu'il y a un rapport au pouvoir qui n'est pas le même. Eh bien, il y a une vision des choses qui est probablement plus concrète, qui est plus dans l'efficacité, qui est plus dans la réalité. Les hommes sont plus dans la communication, finalement, non suivie des faits, m'apparaît moins gênante pour un homme que pour une femme. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la façon dont Chantal Joanneau et Nathalie Kosciusko-Morizet avaient réagi sur le dossier, elles avaient effectivement fait preuve d'une certaine bravoure et ça a été traité un peu dans la mémoire collective comme si ça avait été des dérapages. Alors que ce n'était pas du tout des dérapages. Elles avaient dit ce qu'elles pensaient. Elles étaient venues rencontrer des journalistes pour leur dire ça. Donc c'est pas des propos qui leur ont échappé. Très bien. Alors, pour conclure, j'ai 2 questions d'actualité pour vous, Corinne Lepage, comme présidente de CAP 21. La Fondation Nicolas Hulot a annoncé cet après-midi qu'elle suspendait sa participation au Grenelle de l'environnement, puisque manifestement, il y a toujours des réunions de travail. Bien sûr, une décision qui est annoncée quelques jours après le report de la fameuse taxe carbone. Votre réaction ? Bon, c'est un choix. Moi, j'attends de voir ce que vont faire les grandes organisations que sont France Nature Environnement, Greenpeace et WWF, parce que finalement, c'est elles qui vont peser le plus dans le débat. La Fondation Nicolas Hulot, est-ce que c'est parce que c'est un mécontentement ou est-ce que c'est parce que Nicolas Hulot s'est senti lié à la taxe carbone et désavoué parce qu'elle était abandonnée? C'est ça que je n'arrive pas très bien à vérifier. Très bien. Quelle est l'utilité de ces réunions toujours autour de ce Grenelle de l'environnement aujourd'hui? On n'en entend plus beaucoup parler, Corinne Lepage. Et moi j'attends avec beaucoup d'intérêt et un peu d'angoisse les conditions de vote de la loi Grenelle 2,
qui vont recommencer, dit-on, au mois de mai ou au mois de juin. Très bien. Et quand vous entendez Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie, dire que la taxe carbone, c'est marginal par rapport à toutes les dispositions qui sont prises dans le cadre de la loi Grenelle, qu'est-ce que vous répondez ? D'abord que c'est un symbole très fort parce que c'était un changement de mode de fiscalité pour aller vers un autre système. Or, on sait en France l'importance symbolique que revêt la fiscalité et l'importance en général qu'a la fiscalité pour le fonctionnement de la société. Et deuxièmement, j'attends de voir les mesures très fortes du Grenelle 2. Très bien. Est-ce que vous avez été convaincu par l'affirmation, selon Nicolas Sarkozy, que la Commission européenne allait se pencher sur une fiscalité écologique européenne à nos frontières ? Écoutez, j'ai entendu M. Barroso qui a dit on verra si on en parle. Donc c'était pas un très fort engagement. Et pour avoir essayé de tâter le terrain au niveau du Parlement européen, puisque je suis première vice-présidente de la Commission environnement, je puis vous dire que sur la taxe carbone aux frontières, on va avoir beaucoup de travail pour convaincre nos collègues d'aller dans cette direction. Alors, vous nous ramenez à votre mandat de députée européenne, Corinne Lepage, que vous n'avez pas l'intention d'abandonner. Vous l'avez déjà exprimé fortement il y a quelques semaines. Lorsque vous avez claqué la porte du MoDem, vous restez bien sûr sur cette position. Un mandat pareil, ça ne s'abandonne pas, même quand on a été élu sur la couleur orange. Attendez, j'ai été élu par le peuple français, j'ai pas été élu par le MoDem, et deuxièmement, je reste dans le même groupe politique, donc parfaitement fidèle aux électeurs qui m'ont fait confiance. Donc je vois pas le problème. Très bien. Bon, alors en tous les cas, François Bayrou, lui, il voit sans doute un problème, et il vous voit comme un problème, Corinne Lepage. Il a confirmé ce week-end, vous allez pouvoir réagir, sa stratégie de la troisième voie. Et il vous a présenté, Corinne Lepage, comme la responsable expiatoire, c'est ce que je lis dans Le Monde de ce soir, de la débâcle du MoDem au régional. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je dirais d'abord que c'est me donner, faire beaucoup d'honneur, parce que si c'est à cause de moi qu'il est passé de 18 à 4%, ça veut dire que je vaux 14%, c'est beaucoup. Non, je trouve ça assez lamentable de la part de quelqu'un qui prétend aux plus hautes destinées de l'État. Quand on a des scores successifs comme ceux qu'il a eu notamment aux européennes, où je n'y suis pour rien puisque j'étais candidate, le moindre des choses, c'est de se remettre en cause. Or, il ne veut pas le faire, il trouve beaucoup plus facile de trouver un bouc émissaire qui, de surcroît, n'a pas lieu d'être, puisque je rappelle quand même que j'ai démissionné du MoDem après les élections et non pas avant. Oui, mais pendant les élections, vous êtes allé soutenir à Strasbourg un candidat d'Europe Écologie, oui, Corinne Lepage. Un candidat à Strasbourg, c'est vrai, je l'ai fait. Il n'empêche que j'ai été soutenir des candidats MoDem dans le reste de la France. Et avec un succès que l'on a vu, puisque je suis allée en Picardie, je suis allée dans le Nord, je suis allée en Normandie, je suis allée en Bourgogne soutenir des candidats MoDem, j'ai fait mon travail. Malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Pour vous, les ponts sont coupés avec le MoDem. Quel avenir est-ce que vous donnez à cette organisation aujourd'hui ? Je vais vous dire une chose, je suis bien contente d'avoir tourné la page, que François Bayrou se débrouille avec ce qui lui reste de militants et de cadres, parce que ce que je trouve triste, c'est que j'ai été cofondatrice de quelque chose qui était porteur d'espoir, porteur d'enthousiasme, et que, voyez-vous, c'est pas moi qui ai changé. Je n'ai pas le sentiment d'avoir changé dans mes convictions. J'ai l'impression, en revanche, que les orientations qui ont été prises par le MoDem sont très différentes de celles qui avaient été annoncées au départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a cassé ce mouvement plein d'enthousiasme que vous évoquez ? Il y avait deux grandes directions. Il y avait d'abord, travaillons tous ensemble, faisons de la politique autrement, soyons exemplaires en termes de démocratie. Je ne dirais pas que ça a été le contraire, mais presque. Deuxièmement, faisons le parti d'un développement soutenable, d'un développement durable. Je ne dirais pas que ça a été le contraire, mais pas très loin. Donc voilà, par rapport aux fondamentaux sur lesquels nous nous sommes engagés, beaucoup de militants se sont engagés, qui venaient pour la première fois en politique, qui sont allés avec bonne foi, avec enthousiasme, avec volonté de s'engager. Ils sont partis aujourd'hui, tout cela. Donc moi, je n'y suis pour rien. Et il ne reste que quelques fidèles qui pensent que François Bayrou va devenir président de la République. C'est très bien, pourquoi pas ? Mais personnellement, je suis très heureuse d'avoir quitté le navire. Non pas le navire, mais fermer une page pour continuer sur les mêmes convictions qui étaient celles que j'avais en entrant au MoDem, mais en le faisant autrement. Et selon vos informations, il y a encore beaucoup de personnes qui quittent le navire du MoDem aujourd'hui ? Oui, énormément. Oui. Pour être destinataire de nombreuses lettres de démission, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, mais c'est ainsi. Est-ce que vous avez envie d'encourager François Bayrou à changer de rêve pour demain ? Non, certainement pas. J'ai essayé de l'intérieur pendant 2 ans, et croyez-moi, ça n'a pas été facile de faire changer les choses. Je n'y suis absolument pas parvenue, donc très bien, j'en ai tiré les conséquences.
je me suis retirée. Maintenant que le MoDem vive la vie qu'il a envie de vivre, sans et moi, vous, puisque moi la mienne. Mais où est-ce qu'elle va se situer la vôtre de vie à l'avenir? La mienne, elle est est-ce que vous avez extrêmement été sensible, par exemple, à l'appel de Daniel Cohn-Bendit qui veut ouvrir sa coopérative politique à tous les mouvements et même aux centristes? Écoutez, c'est extrêmement simple. En ce qui nous concerne, nous avons eu un bureau exécutif samedi. À l'unanimité, nous avons décidé de quitter le MoDem, donc ma position a été confirmée. Pour le reste... Vous êtes démocratique, vous aussi? Écoutez, c'est pas vous toute seule qui prenez la décision pour CAP 21, hein? Non, et on a un congrès au mois de mai qui le votera. Bon. Donc non, c'est pas moi qui décide. Le bureau était d'accord là-dessus. Bon, ensuite de quoi nous accueillons aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre. Donc nous sommes en train de nous transformer pour travailler avec eux. Pour le reste, ce que nous avons décidé, c'est d'un partenariat avec Europe Écologie, puisque nous partageons beaucoup de convictions communes, mais avec un point central, c'est que nous ne voulons pas travailler sur un projet d'écologie politique destiné à être un bout du projet socialiste. Nous pensons que l'écologie politique est aujourd'hui mature, est aujourd'hui mûre pour constituer un projet totalement autonome sur une voie qui est autonome. Et c'est là-dessus que nous voulons travailler et c'est ce partenariat que nous voulons monter avec Europe Écologie. Très bien. Vous repoussez les échéances de 2002 et des alliances éventuelles avec un candidat de gauche? Pour moi, ce n'est pas quelque chose de préalable. Ce qui est préalable, c'est d'arriver à avoir un projet convaincant sur le plan économique, sur le plan des libertés publiques et qui porte en lui la révolution de la reconversion économique de notre pays dans le cadre de la reconversion économique du monde. Merci Corinne Lepage. Guillemette-Fort, je ne sais pas si vous avez envie d'apporter votre commentaire après avoir entendu Corinne Lepage. Est-ce une autre façon de faire de la politique quand vous écoutez la présidente de CAP 21? Non, mais c'est vrai que le soir pour revenir au débat sur le courage en politique, le soir du deuxième tour, quand on voyait Corinne Lepage sur le plateau, on se disait que c'était elle qui représentait le MoDem, on se disait que c'était courageux de le représenter comme ça. Très bien, merci mesdames d'avoir participé à cette édition du 18h. Dans quelques minutes maintenant, quelques secondes même, on va retrouver donc Pierre-Henri Gergonne pour suivre les discours attendus ce soir. Discours de clôture au séminaire des parlementaires de l'UMP à la Maison de la Chimie à Paris. Bonsoir à tous.